Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Ready Storyland. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si votre compréhension de votre relation s'effondrait soudainement? Si une révélation bouleversait tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour, la confiance et l'engagement? Voici mon histoire, un voyage profondément personnel fait de trahison, de chagrin et de résilience. Tout a commencé lors d'un dîner apparemment innocent, mais j'étais loin de me douter que cela mettrait fin à 20 ans de mariage. Ma femme et moi nous sommes rencontrés au lycée. Elle était en terminale et moi en première. Nous avons commencé à sortir ensemble et avons même survécu aux difficultés d'une relation à distance lorsqu'elle est partie à l'université. Je suis resté pour terminer le lycée, puis j'ai intégré un collège communautaire avant que nous nous retrouvions tous les deux dans la même ville pour l'université. À partir de ce moment-là, nous sommes devenus inséparables. Nous avons construit une vie ensemble, nous nous sommes mariés après mon diplôme et avons élevé deux merveilleux enfants. Pendant 2 décennies, j'ai cru que nous formions un couple solide et aimant. Mais juste après Noël, lors d'une réunion informelle avec les amis d'université de ma femme, un événement inattendu s'est produit. Alors que nous étions assis à table, à partager des souvenirs et à rire, une de ses anciennes colocataires a fait une remarque qui a provoqué un certain malaise. Elle a remarqué combien il était remarquable que nous nous soyons rencontrés si jeunes, que nous ayons vécu nos années universitaires les plus folles, et que nous soyons quand même restés ensemble. Ma femme a ri, mais ne l'a pas corrigé. Lorsque j'ai ajouté en plaisantant que je n'étais pas sûr que ma femme ait été aussi folle que moi, sa colocataire a commencé à raconter une histoire. Ma femme l'a interrompu brusquement, prétextant un malaise. Cet instant a semé le doute en moi. J'ai essayé de l'ignorer, mais les paroles de mon colocataire m'ont marqué. Sur le chemin du retour, j'ai interrogé ma femme à ce sujet. Sa réponse dédaigneuse n'a fait qu'accroître mes soupçons. J'ai décidé d'insister, et c'est là que mon monde a commencé à s'écrouler. Le lendemain, après que je lui ai clairement fait comprendre que je ne laisserais pas tomber, elle a finalement avoué. Durant ses 2 premières années d'université, alors que nous étions dans une relation à distance, elle avait été infidèle. Elle a révélé avoir couché avec plusieurs hommes, minimisant cela en disant que c'était une période universitaire et affirmant que ce n'était pas grave, car elle pensait que notre relation ne durerait pas. Apprendre cela a été bouleversant, mais la situation a empiré. Parmi ces hommes, il y avait des gens qu'elle m'avait présentés comme des amis lors de mes visites à son université. L'un d'eux était même quelqu'un avec qui nous sommes restés en contact pendant des années. La trahison ne résidait pas seulement dans l'infidélité. Elle était aussi liée à des années de mensonges et à la désinvolture avec laquelle elle avait entretenu des relations avec ces personnes devant moi. J'avais l'impression que mon mariage tout entier reposait sur la tromperie. Lorsque je l'ai confrontée plus en détail, elle n'a manifesté que peu de remords, ignorant mes sentiments et insistant sur le fait qu'il était normal d'explorer les choses dans une relation à distance. Malgré la douleur, j'ai essayé de trouver une issue. J'ai suggéré une thérapie, espérant que nous pourrions restaurer la confiance brisée. Mais son absence de remords sincères et ses accusations répétées d'excès de réaction ont rendu la tâche impossible. Même lorsqu'elle a brièvement exprimé des regrets après le début de ma procédure de divorce, cela ressemblait davantage à une tentative de limiter les dégâts qu'à un effort sincère pour sauver notre mariage. Tout au long de ce processus, j'ai subi la pression de nos 2 familles pour que je pardonne et que j'aille de l'avant. Elles soutenaient que l'infidélité remontait à des décennies et que cela ne valait pas la peine de gâcher notre vie ensemble. Mais pour moi, ce n'était pas seulement une question de passé, mais aussi d'années de malhonnêteté et de manque de respect. Je ne pouvais ignorer ce profond sentiment de trahison ni faire comme si de rien n'était. Nos enfants, aujourd'hui âgés de 17 et 19 ans, ont été naturellement choqués lorsque nous leur avons annoncé le divorce. Nous leur avons expliqué que cela découlait de problèmes ancrés dans le passé, mais nous leur avons assuré que nous étions déterminés à les coparenter et à les accompagner dans cette transition. Je les ai encouragés à exprimer ouvertement leurs sentiments et à suivre une thérapie si nécessaire. Ma priorité était de veiller à leur bien-être émotionnel pendant cette période difficile. Au fil du divorce, j'ai commencé à me concentrer sur la reconstruction de ma vie. J'ai entamé une thérapie pour gérer mes émotions et retrouver ma confiance en moi. J'ai également entrepris de me créer un nouveau foyer, un espace où je pourrais guérir et aller de l'avant. En chemin, j'ai connu des moments de joie inattendus, comme troquer mon vieux monospace contre une nouvelle voiture élégante et renouer avec d'anciens passe-temps oubliés. L'un des aspects les plus difficiles de ce parcours a été de composer avec des émotions contradictoires, l'amour, la colère et le chagrin. Malgré tout, une partie de moi tenait encore à la femme avec laquelle j'avais passé la majeure partie de ma vie. Mais je savais que rester dans un mariage sans confiance ni respect ne ferait que nous nuire à tous les deux à long terme.
Aujourd'hui, en repensant à cette expérience, je réalise qu'elle m'a appris de précieuses leçons sur la résilience, le respect de soi et l'importance de l'honnêteté dans les relations. Même si la douleur de la trahison ne disparaîtra peut-être jamais complètement, je suis déterminé à aller de l'avant avec force et dignité. Un souvenir me reste particulièrement en mémoire, même s'il est douloureux à raconter. C'était la nuit qui a suivi ses premiers aveux. Je n'arrivais pas à dormir, ressassant chaque détail de nos années ensemble. Je me souviens d'être allé au garage et de m'être assise dans ma voiture, le seul endroit qui me semblait être le mien à ce moment-là. Je parcourais de vieilles photos sur mon téléphone, vacances, anniversaires, premiers pas de nos enfants, et je me demandais si tout cela avait été réel. Mais quelque chose a changé ce soir-là. Assise là, silencieuse, j'ai réalisé que mon histoire ne devait pas forcément s'arrêter dans ce garage. Il ne s'agissait pas seulement de ce qui m'était arrivé, mais de ce que je choisirais de faire ensuite. Je ne pouvais pas réécrire le passé, mais je pouvais prendre mon avenir en main. J'ai pris une grande inspiration, essuyé mes larmes et me suis promis de reconstruire, peu importe le temps que cela prendrait. Dans les mois qui ont suivi, je me suis beaucoup appuyé sur mes amis proches. Ils m'ont rappelé qu'il était normal de se sentir vulnérable, en colère et même plein d'espoir à la fois. Un ami m'a encouragé à écrire sur mes sentiments, ce qui est devenu une forme de thérapie pour moi. En tenant un journal, j'ai découvert à quel point j'avais négligé mes propres besoins et mes rêves en essayant de tout faire pour ma famille. J'ai commencé à prendre progressivement ma vie en main. J'ai rejoint un groupe de randonnée locale et j'ai trouvé du réconfort dans la nature. L'activité physique était thérapeutique, mais c'était aussi une façon de me prouver que je pouvais aller de l'avant, même lorsque cela me semblait impossible. J'ai également suivi un cours de photographie, une activité que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais eu le temps de pratiquer. Capturer des moments à travers un objectif m'a permis de revoir la beauté du monde, même si j'avais encore le cœur lourd. Ma relation avec mes enfants s'est renforcée grâce à ce processus. Si le divorce a été difficile pour eux, il a aussi ouvert la voie à des conversations franches que nous n'aurions peut-être jamais eues autrement. Je leur ai parlé de l'importance du respect de soi et de ne pas se contenter de moins que ce qu'ils méritent dans leur propre relation. Je voulais qu'ils apprennent de mes erreurs, pas seulement de la douleur de la trahison, mais aussi des fois où j'ai ignoré mon intuition ou laissé mes limites être dépassées. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je peux dire avec confiance que j'ai retrouvé une paix intérieure. Je ne suis plus la même personne, et c'est normal. J'ai appris que la guérison n'est pas linéaire et qu'elle ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Elle implique d'accepter les cicatrices comme faisant partie de mon histoire et de choisir de vivre pleinement malgré elles. Si vous vivez une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe une voie à suivre, même si vous avez l'impression que votre monde s'écroule. Appuyez-vous sur ceux qui vous aiment, prenez soin de vous et ayez confiance que le temps vous apportera la clarté. Mais ce n'était pas la fin de mon parcours. Reconstruire ma vie m'a ouvert des portes que je n'aurais jamais imaginées. Un jour, alors que j'assistais à une exposition de photographie en ville, j'ai rencontré quelqu'un qui allait devenir une amie proche et une confidente. C'était une collègue photographe qui partageait la même passion, capturer les émotions brutes à travers l'art. Nos conversations ont commencé par de simples échanges sur la technique et le style, mais avec le temps, elles sont devenues plus profondes. Nous avons partagé nos histoires de vie, nos difficultés et nos rêves. Grâce à elle, j'ai appris que la reconstruction ne doit pas nécessairement être un processus solitaire. M'autoriser à me connecter aux autres m'a aidé à guérir d'une manière que je n'avais pas anticipée. Elle m'a encouragé à exposer mes propres œuvres, et voir les gens s'identifier à mes photos a été une expérience incroyablement enrichissante. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti pleinement considéré, non seulement comme un père ou un ex-mari, mais comme une personne ayant une voix et un point de vue digne d'être partagé. En entrant dans ce nouveau chapitre, j'ai aussi pris le temps de redéfinir ce que l'amour et la confiance signifient pour moi. J'ai réalisé que la confiance n'est pas seulement une question de fidélité. C'est aussi une question d'honnêteté, de vulnérabilité et de respect mutuel. Il s'agit d'être présent l'un pour l'autre, même dans les moments difficiles. Et même si je ne me précipite pas dans une nouvelle relation, j'ai appris à valoriser les liens que j'entretiens, qu'ils soient avec des amis, de la famille ou même des inconnus que je croise sur mon chemin. Il y a aussi eu des moments d'humour et de légèreté inattendus en cours de route. Comme la fois où j'ai essayé de me préparer un repas gastronomique et où j'ai fini par déclencher l'alarme incendie. Ou encore, lorsque je me suis inscrite à un cours de salsa sur un coup de tête et que j'ai découvert que j'avais 2 pieds gauches. Ces moments m'ont rappelé qu'il ne fallait pas prendre la vie trop au sérieux, même en pleine reconstruction. L'une des plus profondes prises de conscience que j'ai eues a été que la vie est pleine de secondes chances.
Qu'il s'agisse de trouver une nouvelle passion, de renouer des liens ou simplement d'apprendre à s'aimer soi-même, il y a toujours une occasion de prendre un nouveau départ. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de l'intégrer dans une histoire plus riche et plus complète. Aujourd'hui, je me réveille chaque matin avec un sentiment de gratitude. Gratitude envers mes enfants, qui ont fait preuve d'une résilience et d'une maturité incroyables. Gratitude envers mes amis, qui m'ont soutenu tout au long de ma vie.